Bienvenue sur Good Visa, le podcast voyage et bien-être pour s'évader et se ressourcer. Chaque épisode vous invite à découvrir une destination et une histoire de vie inspirante. Aujourd'hui, je vous propose d'aller à la rencontre de Ludivine. Elle a récemment passé 2 ans en Guyane française et cette expérience l'a transformée. Elle va vous parler de ses rencontres avec les locaux, de la forêt amazonienne et de ses prises de conscience. Je m'appelle Camille et je vous souhaite une bonne écoute, ou plutôt un bon voyage. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour Ludivine. Salut Camille. Comment vas-tu ? Eh bien, ça va. Un peu frigorifié. On n'est pas en Guyane, mais on va en parler, donc ça va nous réchauffer. Exactement. Alors avant qu'on se lance dans, comme tu l'as mentionné, dans la Guyane, est-ce que tu peux commencer par te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, nous dire d'où tu viens, ce que tu fais dans la vie et ce qui te passionne ? Alors, moi, j'ai un peu l'impression d'avoir eu 1000 vies en une. Quand j'étais en Guyane, puisqu'on va parler de cette période-là, j'étais CPE, je travaillais dans un établissement scolaire. En Guyane, du coup, j'ai travaillé avant à La Courneuve, où j'ai passé de merveilleuses années avec mes élèves. Et là, j'ai complètement changé de vie après la Guyane, justement. Et je suis autrice de romans et la moitié du temps dans la semaine, je suis aussi serveuse à Barcelone dans un petit café. Donc, voilà. Merci encore à toi d'avoir accepté qu'on fasse cette interview. Donc, comme tu le disais, tu écris des romans et c'est comme ça que j'ai pu découvrir ton parcours. Donc, on reparlera de ce livre Profite du chemin aux éditions Erol que tu as sorti, il me semble, en 2023 et qui est sorti format poche en 2024. C'est ça, exactement. Donc un voyage qui se passe en Guyane et ce livre, en fait, je t'ai contacté et je l'ai lu en une journée, tout simplement. J'ai été absorbée parce que tu nous fais vraiment découvrir la Guyane sans trop de chichi, j'ai envie de dire. Enfin, tu décris énormément ce que tu vois, cette nature que tu ressens dont on va reparler. Et je me suis dit, ça serait génial qu'on puisse échanger ensemble et même pas quelques jours après, nous voilà. Donc encore merci à toi. Donc là, tu étais en train de nous expliquer comment tu t'es retrouvée en Guyane. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus en détail pour que l'audience situe un peu plus comment tu as fait pour te retrouver à l'autre bout du monde ? Alors, je vais essayer de faire court. Donc, j'étais CPE dans l'éducation nationale. Je travaillais à La Courneuve, à côté de Paris, où vraiment j'adorais vraiment mon métier, j'adorais mes élèves, mais j'avais un grand besoin de changer d'air et de voir du pays. J'ai toujours adoré voyager et surtout, en fait, j'avais ce besoin de sortir de ma zone de confort. Alors, je sais que c'est un terme qu'on utilise beaucoup, beaucoup. Parfois, voilà, on peut en être un peu fatigué de ce terme sortir de sa zone de confort, mais c'est vraiment ce que je ressentais. Je me sentais étouffée à Paris alors que j'avais toujours plus ou moins vraiment aimé cette ville, en fait. Et j'ai saisi cette opportunité de demander ma mutation avec mon ex-conjoint ensemble en Guyane. Donc, on a tous les deux eu notre mutation et on est partis vivre comme ça à Saint-Laurent-du-Maroni sur les rives du Suriname. Et vraiment, c'est un voyage qui a changé ma vie et qui m'a apporté tellement de belles choses que j'ai fini par en écrire un roman. Et donc pour celles et ceux qui ont déjà lu le livre, je pense qu'on commence à comprendre un petit peu plus de choses. Ça, on en parlera peut-être plus à la fin sur le détail de l'histoire vraiment du livre. Mais là, on va se focaliser d'abord sur ton expérience, si tu le veux bien. Donc là, on était en quelle année à peu près quand tu es partie avec ton conjoint ? Il me semble que je suis partie en Guyane en 2019 et je suis restée à peu près 2 ans. Donc, c'est assez récent. Le livre, il est sorti en 2023 et j'ai terminé de l'écrire en Guyane. En fait, je suis revenue pour terminer d'écrire mon roman symboliquement à Saint-Laurent-du-Maroni. J'ai refait des expéditions en forêt, etc. pour vraiment m'imprégner de la Guyane jusqu'à l'écriture des derniers mots. Et de toute façon, franchement, j'ai pas pu faire autrement que d'y retourner pendant l'écriture du roman parce que je sentais un tel manque de la Guyane en me replongeant dans l'écriture dans l'Amazonie, quoi, que, eh bien, un jour, je me suis dit, il faut que j'y retourne et j'y suis retournée 2 semaines pour terminer le roman là-bas.
Et c'est vrai que j'aime bien repréciser un petit peu quand même pour que l'audience resitue. Donc la Guyane, là on va parler de donc cette Amazonie française, c'est son surnom. C'est donc au nord-est de l'Amérique du Sud. Ça partage ses frontières avec le Suriname que tu mentionnais à l'ouest et le Brésil à l'est. Et le nord est bordé par l'océan Atlantique. Pour les langues parlées, il va y avoir le français en langue officielle. Ça, tu nous en reparleras peut-être un petit peu plus. Il y a beaucoup de langues locales qui coexistent avec le créole guyanais, des langues amérindiennes. Et en termes de superficie, la Guyane, en fait, c'est le plus grand département français parce que ça, c'est vrai qu'on a peut-être tendance à l'oublier que c'est donc un territoire français. Et la forêt équatoriale recouvre près de 98% du territoire. Et dernier petit fun fact, je ne sais pas si tu le savais, en langue amérindienne, en fait, en arawak, la Guyane, donc Guyana, ça veut dire terre d'eau abondante. Je ne savais pas. Donc, je vais apprendre des choses avec ton podcast aujourd'hui et j'en suis vraiment ravie. Bah super, c'est pour ça que j'aime bien avoir des petits fun facts aussi tout le long des épisodes pour que voilà, les invités puissent aussi découvrir pourquoi pas quelques informations supplémentaires. Est-ce que tu connaissais déjà la Guyane avant? Est-ce que c'était un territoire qui t'attirait particulièrement ou c'était plutôt, voilà, c'est arrivé comme ça? Alors, je connaissais pas la Guyane en tant que telle. Je m'étais quand même renseignée sur le contexte géographique, on va dire ça comme ça. Honnêtement, j'y suis allée un petit peu fleur au fusil, je pense qu'on peut dire comme ça. Avec une forme de naïveté aussi, je savais pas du tout à quoi m'attendre. Et d'ailleurs, je crois que je voulais pas trop en savoir non plus, parce que je me suis dit que, eh bien, j'avais envie d'y aller, voilà, avec une espèce de naïveté, d'ouverture d'esprit, d'humilité aussi par rapport à un territoire que j'allais découvrir. Et pour être tout à fait honnête aussi avec toi, il y a beaucoup de gens qui ont été très surpris de mon choix de partir en Guyane parce que je suis quelqu'un qui était très, très flippé de tout ce qui est insectes, bestioles, qui était pas vraiment... Alors, j'étais un peu une baroudeuse parce que j'avais déjà pas mal voyagé en sac à dos, mais dans ma vie quotidienne, un petit peu timorée sur tout cet aspect-là de la nature, quoi. Et quand j'ai dit aux gens que je partais vivre en Guyane, tout le monde a ouvert des grands yeux en me disant, mais tu sais que là-bas, il y a des insectes, c'est la forêt, il y a de l'humidité partout. Et en fait, on renvoyait une image tellement effrayante, voire négative de la Guyane, que j'avais même plus envie d'en parler avec les gens, en fait. Et que j'ai décidé de... J'avais acheté le guide du routard, je crois. Et je suis partie comme ça avec mon ex-conjoint, l'esprit ouvert et l'envie de découvrir à fond ce nouveau territoire, quoi. Super. Et je rejoins ce que tu dis par rapport à tes proches parce que quand je suis partie vivre au Cambodge, pareil, tout le monde se disait non mais elle avec les bestioles ça va être une catastrophe. Ça a été un petit peu compliqué, mais voilà, je te rejoins complètement sur ce côté de surprendre un petit peu son entourage quand on annonce voilà des départs où je pense à par exemple Nicolas Dubreuil que j'ai reçu qui voilà lui il a annoncé à son entourage qu'il partait carrément au Groenland. Donc c'est intéressant aussi de voir tu vois les réponses de notre entourage quand on annonce voilà des départs aussi fous que ça. Donc là, tu pars en Guyane parce que c'est vrai que tu aurais pu choisir d'autres territoires d'outre-mer, par exemple dans les Antilles. Non, tu t'es dit, je veux vraiment quelque chose de dépaysant pour te lancer dans cette nouvelle aventure. Alors en fait, pour tout te dire, j'avais pas vraiment eu un panel de choix énorme parce que par exemple la Réunion ou d'autres territoires comme ça avec peut-être plus attractifs au niveau des plages de sable blanc, etc. C'est des départements qui coûtent beaucoup plus cher en termes de nombre de points quand on veut faire une mutation. Donc avec mon expérience et mon ancienneté dans l'éducation nationale, je pouvais aller à Mayotte ou en Guyane. Et de toute façon, je me suis vraiment pas posé la question très longtemps. Dans ma tête, c'était clair dès le départ, c'était la Guyane. Je saurais pas te dire pourquoi, mais vraiment, j'ai ressenti un espèce d'appel que j'ai pas vraiment rationalisé, où je me suis dit, il faut que j'aille là-bas en fait. Mais sans vraiment trop le penser. Je n'ai pas fait de grandes théories sur le moment de je ressens un aspect mystique, pas du tout. Je me suis juste dit, j'ai envie d'aller en Guyane, j'y vais. Et il faut savoir aussi que je suis du genre à prendre des décisions un peu radicales et un peu instinctives et assez rapides. Je suis quelqu'un de très impatient qui aime bien prendre des virages dans sa vie de manière un peu épidermique. Donc là, j'ai senti qu'il fallait que j'y aille. On a demandé notre mutation parce que j'ai eu la chance aussi que mon ex-conjoint à ce moment-là avait la même envie que moi. Et on est parti vivre ensemble là-bas.
J'aime beaucoup. Et du coup, ça me fait penser aussi, tu vois, ce que tu disais par rapport à l'île de la Réunion et ainsi de suite. J'ai regardé quelques reportages avant qu'on fasse cet enregistrement qui disaient qu'en fait, la Guyane, c'est pas si touristique que ça par rapport à justement, voilà, les Antilles ou d'autres territoires d'outre-mer. Est-ce que toi, tu as trouvé que c'était assez touristique? Alors, c'est pas touristique du tout, la Guyane. Et c'est super qu'on en parle parce qu'on me demande souvent, surtout les gens qui ont lu mon roman Profite du chemin, et qui me disent, j'ai regardé le prix des billets d'avion après parce que j'avais trop envie d'y aller. C'est vrai que c'est une destination, évidemment, que je recommande parce que c'est une destination magnifique, qui a des trésors insoupçonnés en Guyane, que la forêt, la culture guyanaise, la gentillesse des gens. Pour moi, c'est un endroit où il faut aller une fois dans sa vie si vraiment on en sent l'appel. Par contre, c'est un voyage qui se prépare justement parce qu'il y a très peu de structures touristiques. Donc, pour certaines immersions en nature, certaines expéditions, il y a très peu de place, vu qu'il y a peu de guides et peu de structures. Et on a aussi besoin la plupart du temps d'avoir son propre matériel. Donc, tout ce qui est bâches, cordes, hamacs, moustiquaires, les touques, donc qui sont des bidons en plastique qu'on prend pour les expéditions en forêt. Parfois, les prestataires de tourisme les prêtent, mais pas tout le temps. Donc, c'est un voyage qui demande de l'investissement financier au niveau du prix du billet, au niveau de l'anticipation, partir sur un coup de tête en Guyane, c'est-à-dire par exemple, la semaine prochaine, je pars en Guyane, dans 2 semaines, je le recommanderais pas forcément parce qu'il faut réserver bien à l'avance les aventures en forêt, parce que on va pas dans la forêt amazonienne comme on va à Fontainebleau, donc il faut vraiment être accompagné et il faut avoir des guides agréés qui vont nous amener en toute sûreté découvrir ce magnifique territoire qui est l'Amazonie. Donc voilà, il faut réserver, il faut prévoir le billet d'avion, il faut prévoir le matériel. Ça s'anticipe, mais en anticipant, on peut faire le plus beau voyage de sa vie. Comme tu disais, c'est vrai que moi, après avoir lu le livre, j'avais qu'une envie, c'était partir découvrir ce territoire. Même si voilà, j'aime bien que tu rappelles que ça se prévoit. Et j'ai lu aussi qu'il faut beaucoup d'autorisation dès on voyage en fait en Amazonie parce que il y a des zones à risque, il y a beaucoup de frontières avec les pays autour. Donc ça, c'est bien que tu le précises que voilà, ça se fait pas du jour au lendemain. Donc là, justement, tu parlais de l'Amazonie, de toute cette forêt qui recouvre 98% de son territoire. Est-ce que tu peux essayer un petit peu de nous le décrire avec tes propres mots parce que comme tu le racontes un petit peu dans le livre, j'imagine que tu as encore tes premières impressions quand tu as atterri en Guyane. Déjà, cette chaleur, il me semble. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu tes sensations quand tu es arrivé là-bas? Alors, moi, je suis tombée amoureuse de la Guyane. Et rien que là, de t'en parler, j'en ai encore des frissons et je pense que je vais garder à vie une forme de nostalgie qui partira jamais. Quand tu arrives, déjà, tu es dans l'avion et tu vois cette espèce de marée verte, une forêt qui s'étend à perte de vue. Tu as l'impression d'être au-dessus de l'océan, mais un océan d'arbres avec ces veines très terreuses de la mangrove, ces grosses artères qui irriguent cette nature, cette jungle, l'Amazonie, dans ce qu'elle a de plus sauvage. Et donc, j'ai pas vraiment eu peur, mais je me suis dit, c'est fascinant. C'est fascinant et j'ai envie de savoir, j'ai envie de connaître, j'ai hâte. En fait, j'avais une forme d'empressement d'atterrir. Et quand on atterrit, en fait, tu as cette bouffée de chaleur et d'humidité qui te prend, qui s'embarque partout, quoi, dans chaque cellule de ton corps, qui irrigue tes poumons et presque t'en as le souffle coupé, en fait, le temps de t'habituer à cette sensation de chaleur humide. Et puis ensuite, eh bien, tu arrives en Guyane, tu atterris à Cayenne. Cayenne, c'est une ville que j'aime beaucoup, même si je n'ai pas passé beaucoup de temps. Mais c'est là que j'ai fait mes premières rencontres en Guyane. Donc, c'est une ville qui est pleine de multiculturalité. Mais ce qui m'a frappée dès que je suis arrivée, c'est, comme je te disais, cette abondance de culture, de langue, de saveurs qu'on voit tout de suite dès qu'on arrive, en fait. Et un des premiers trucs que j'ai fait, c'est le marché. Et pour une grande amoureuse de la bouffe comme moi, eh ben, ça aussi, c'était magique. Et là, on voit tout de suite les influences brésiliennes, les influences hmong, les influences guyanaises, créoles.
et Bushinengue. Donc, il y a tous ces plats qui se mélangent dans ce marché aux 1000 saveurs, aux 1000 couleurs. Et donc, on s'immerge directement là-dedans et on se dit que ça va être une aventure formidable. Ensuite, j'ai passé quelques jours à Cayenne et j'ai filé ensuite avec mon compagnon d'époque vers Saint-Laurent-du-Maroni. Et on est parti donc à l'ouest de la Guyane. Et on est parti dans un endroit qui était encore plus reculé que Cayenne, une ville qui est plus petite. C'est encore un peu plus, entre guillemets, un peu plus sauvage. Je ne sais pas si c'est le mot parce que c'est surtout que c'est encore plus dépaysant, en fait. C'est encore plus dépaysant que Cayenne parce que on a aussi une langue qui est différente, qui est une langue locale qui s'appelle le Bushinangue-Tongo et qui, là aussi, nous plonge dans un univers totalement différent, totalement fascinant, qu'on a envie de découvrir. Et voilà, et l'aventure commence comme ça. Oui, donc déjà, ça t'annonçait la couleur de cette expérience qui t'attendait. Et j'aime beaucoup que tu parles de cette mosaïque de culture, de voilà tout ce métissage qu'il y a, parce que dans les reportages que j'ai regardés, Arte, Échappée Belle et ainsi de suite, ce qui ressortait beaucoup des témoignages des locaux, c'était justement cette harmonie en fait entre toutes ces cultures, que ça soit ben voilà les Brésiliens avec les Guyanais français. Enfin, il y avait vraiment une belle entente en fait entre toutes ces populations. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui, franchement, j'ai jamais ressenti de tension ou de problèmes d'intégration, par exemple, de moi qui venais de métropole. D'ailleurs, les gens qui viennent de métropole, on les appelle les métros. Donc, si je le dis à un moment donné dans le podcast, voilà. Mais en tout cas, moi, j'ai jamais eu ni de ressenti de tension, C'est vraiment, j'ai eu l'impression que les gens, en plus, étaient plutôt contents de faire découvrir leur culture. Comme je te disais, j'étais CPE et donc il y avait souvent des familles qui nous apportaient des plats qu'elles avaient cuisinés ou les surveillants du collège qui nous invitaient avec d'autres personnels de l'équipe éducative à partager des repas chez eux. Et donc, honnêtement, j'ai senti une forme de bienveillance et d'ouverture qui m'a donné encore plus envie de découvrir la Guyane, quoi. Donc en fait, ton livre, c'est l'histoire de Lou, qui est donc professeure de français dans un prestigieux collège parisien, et elle voit sa vie basculer du jour au lendemain, puisqu'en fait, elle va être mutée en Guyane. Donc là, contrairement à toi, en fait, dans le livre, ce n'est pas son choix. Et en fait, elle se retrouve dans un endroit où elle ne voulait pas être, où il ne lui tarde qu'une seule chose, c'est de pouvoir rentrer à Paris, mais elle va essayer d'apprivoiser au mieux ce nouveau cocon dans lequel elle se retrouve, et d'apprivoiser ses élèves, d'apprendre à communiquer avec eux, à vraiment tisser des liens. Et petit à petit, en fait, et on comprend par rapport à ton histoire aussi, pour ce personnage, ça devient vraiment une quête intérieure, une aventure transformative qui va l'inciter à explorer non seulement la richesse de la Guyane, mais aussi explorer son fort intérieur, j'ai envie de dire. Tu expliques dans le livre, en fait, que les élèves, on leur demande de parler français en classe, parce que justement, il y a tout ce métissage de culture avec différentes langues. Est-ce que ça, c'était quelque chose vraiment pour le livre ou que tu as vécu aussi de ton côté en arrivant là-bas? Le livre, il est à 80% autobiographique. Donc, c'est bien parce que ça me permet de garder une petite part de mystère dans ce qui est vrai et ce qui est faux. C'est le privilège de la fiction. Pour ce que je raconte sur l'établissement scolaire, il y a du vrai et il y a aussi des choses qu'on m'a racontées d'autres établissements. Et donc, cette histoire d'exiger des élèves qui parlent français, oui, c'était le cas, mais c'était pas le cas de manière aussi rigide que dans d'autres établissements où on voulait même pas qu'ils parlent leur dialecte, leur langue dans la cour de récréation avec leurs copains, etc. Là où moi je travaillais, c'était quand même Plus soft. plus soft, ouais, plus. Et est-ce que tes élèves, du coup, toi aussi, t'ont appris un petit peu de vocabulaire? J'ai essayé d'apprendre le Bushinangue Tongo quand je suis arrivée à Saint-Laurent-du-Maroni. J'ai fait quelques cours, j'avais acheté des livres de vocabulaire, etc. Très honnêtement, j'aurais dû être plus persévérante parce que j'ai lâché l'affaire un peu vite. C'est un petit regret d'ailleurs maintenant de pas avoir fait un petit peu plus d'efforts d'apprendre la langue. Donc je savais dire
bonjour, au revoir, merci en Bushinangue-Tongo. Mais je ne savais pas le parler. Je peux pas dire que je savais parler. Et d'ailleurs, c'était un handicap en boulot de CPE, puisque les entretiens avec les familles, parfois, c'était compliqué. Et on avait besoin qu'un surveillant ou qu'un personnel, un médiateur social ou quelqu'un vienne faire la traduction pendant mes entretiens avec les familles et les élèves. Et ce que j'aurais trouvé super chouette, ça aurait été que dans l'emploi du temps des personnels éducatifs et des profs et des CPE, on ait quelques heures qui soient allouées à l'apprentissage de la langue et où on ait des cours de langue au sein de l'établissement sur notre temps de travail pour apprendre la langue des parents et des familles, en fait. C'est quelque chose qui serait super enrichissant et qui serait un atout considérable dans l'encadrement éducatif des élèves. Complètement. Et est-ce qu'il y avait aussi la présence du brésilien, enfin du portugais dans tes échanges au quotidien, ou un petit peu moins que la langue locale? Non, 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 beaucoup moins. Il faut dire qu'à Saint-Laurent-du-Maroni, le dialecte qui est le plus parlé, c'est le Bushinangue-Tongo, comme je te disais. Ce serait plutôt du côté de Saint-Georges et de l'Oyapock, en fait, de l'autre côté de la Guyane. Saint-Georges, en fait, c'est à la frontière du Brésil, complètement à l'est de la Guyane. Donc, c'est vraiment à l'opposé quasiment de là où moi j'habitais. D'accord. J'aime bien faire aussi un rappel historique à chaque fois. Donc en fait, la Guyane, les premières populations amérindiennes pardon, sont arrivées il y a plus de 7000 ans. Ensuite, il y a les Européens qui ont débarqué au XVIe siècle, qui étaient attirés par les richesses naturelles de la région, et ça on en reparlera après. Ça a été donc colonisé par la France au XVIIe siècle. Après, c'est devenu une terre d'exploitation. Il y a eu malheureusement beaucoup d'esclaves africains pour les plantations de sucre, de café. Il y a ensuite eu l'histoire sombre des bagnes entre les années 1800-1900 avec des milliers de prisonniers qui étaient envoyés au bagne avec notamment l'île du Diable, on l'appelle comme ça. Et en 1946, la Guyane, elle est devenue un département d'outre-mer français avec aujourd'hui un statut un petit peu spécial. Donc là, si je faisais ce rappel historique aussi, c'était pour voir avec toi par rapport à l'économie en fait de la Guyane, où ça, je vais être complètement transparente, je n'avais aucune idée qu'il y avait tout cet orpaillage, pardon, cette exploitation de l'or qui a beaucoup façonné la Guyane. On le perçoit un petit peu dans ton livre avec toutes ces controverses, ces pollutions au mercure, tout ce trafic illégal, j'ai envie de dire. Est-ce que toi, tu l'as ressenti ou dans le livre, c'était plutôt par rapport à tes recherches et ainsi de suite? Déjà, je suis très contente que tu parles de cette histoire de la Guyane. Alors, je vais en profiter pour dire que je suis pas du tout une spécialiste de l'histoire de la Guyane et que ceux qui sont le plus à même de parler du contexte sociopolitique de la Guyane et de ce qu'ils ont envie pour l'avenir de ce territoire, ce sont les Guyanais et c'est pas moi. Je vais juste partager comment moi je l'ai ressenti quand je suis partie. Je me souviens avoir dit à ma meilleure amie avant de partir en Guyane, je suis super heureuse de partir. Comme je te disais au départ, j'ai qu'une hâte, c'est d'être dans l'avion et de m'installer là-bas. Par contre, il y a une forme de culpabilité latente en moi qui a l'impression d'aller dans un endroit qui a été volé. Alors, je te dis les choses telles que je les ai ressenties. Après, je vais pas mettre d'explications sociologiques ou psychologiques derrière. Vraiment, c'est un ressenti que j'ai eu. Je disais à ma meilleure amie, voilà, je suis trop contente d'y aller, mais j'ai l'impression de participer à, euh, à quelque chose historiquement qui n'a pas été juste. Et donc, j'ai une forme de culpabilité en partant. Et je vais prendre cette immersion Guyane avec humilité, avec ouverture d'esprit et avec la volonté que ça vienne bousculer mes croyances et ce que je pense juste et voilà, et m'ouvrir à cette possibilité que ça vienne bousculer des choses en moi. Donc, je suis partie déjà avec ce truc de me dire, j'espère que je vais bien vivre, voilà, ce sentiment qui m'anime de j'y vais pour enseigner là-bas, mais quand même, c'est pas très juste parce que historiquement, c'est un territoire qu'on a volé. Et quand je suis arrivée en Guyane, c'est vrai que tout de suite, tu vois des différences entre la population locale, notamment la population Bushinangé ou les gens qui sont nés en Guyane, qui sont beaucoup plus pauvres que les gens qui viennent de métropole.
Donc, c'est vraiment choquant et criant d'injustice de voir que les gens qui viennent de métropole, c'est des gens qui ont, voilà, qui ont des postes dans la fonction publique et qui ont parfois des logements de fonction, qui ont voilà plus de facilité, même si se loger en Guyane, c'est toute une histoire. Mais quand on vient de métropole, on a certains privilèges que les locaux n'ont pas. Et donc, il y a les bidonvilles, clairement, qui cohabitent avec les villas avec piscine. Et les villas avec piscine, c'est toujours pour les mêmes. Donc, on va pas se mentir, il y a de grosses inégalités affreusement scandaleuses en Guyane. L'état des établissements scolaires, on le tolérerait jamais pour des établissements scolaires de métropole. Des établissements sans cantine, où les élèves n'ont pas de quoi, parfois, alors pas tous heureusement, mais parfois n'ont pas de quoi manger midi et viennent la mort dans l'âme, demander quelques euros au personnel éducatif pour pouvoir aller s'acheter à manger. Vraiment, je pense que c'est impossible de parler de la Guyane. Honnêtement, si on ne parle pas du traitement social scandaleux qu'il en est fait. Je te remercie de partager ça parce que c'est le but du podcast aussi de oui on peut faire comme j'ai fait, c'est-à-dire regarder des échappées belles, des reportages Arte et tout ça, mais rien ne vaudra des explications comme les tiennes de personnes qui sont allées. C'est voilà, c'est des informations qu'on va pas trouver dans les guides de voyage ainsi de Mm. suite. Donc merci beaucoup de nous livrer ça. Mais surtout que ça a joué aussi sur mon propre itinéraire parce que pour être totalement transparente, j'étais une piètre CPE en Guyane parce que comme je te disais déjà, on n'avait pas cet apprentissage de la langue. Alors certes, j'aurais pu faire plus d'efforts par mes propres moyens, mais je pense que c'était aussi la responsabilité de l'éducation nationale de former ses personnels à une langue qui est utilisée par les familles dans un territoire qui historiquement n'était pas le nôtre. Et je pense aussi que ces établissements qui accueillent des centaines et des centaines et des centaines d'élèves de trop, parce que normalement, il devrait y avoir beaucoup plus d'établissements pour le nombre faramineux d'élèves qu'il y a sur ce territoire. Et on a des établissements qui implosent, un manque de personnel éducatif dramatique. Donc, vraiment, à un moment donné, je me sentais, comme je te disais, en fait, être une pied de CPE parce que j'arrivais pas à remplir mes missions de CPE, de dialoguer avec les familles, d'accorder du temps à chaque élève, etc. Et ça n'a pas été le seul facteur du fait que j'ai quitté l'éducation nationale, mais ça a joué aussi dans cette prise de conscience de j'y arrive plus en fait, j'y arrive plus et je préfère arrêter que faire mal mon travail en fait. Et pour ce qui est ta question originelle sur l'orpaillage, j'ai jamais vu d'orpailleur, à part une fois où j'ai vu des camps d'orpaillage quand j'espère qu'on en parlera après parce que c'est l'expédition en Guyane qui a le plus marqué mon séjour en Guyane, c'est enfin mon séjour, ma tranche de vie en Guyane, c'est l'expédition dans les monts Toumoukumak. Donc c'est vraiment, je l'ai mis dans le roman d'ailleurs et c'est vraiment extraordinaire. Et c'est tellement reculé qu'en fait là j'ai vu des camps d'orpaillage en allant sur le mont Talwaken. Mais sinon, j'ai jamais vu d'orpailleur en Guyane. J'ai fait beaucoup d'expéditions en forêt, en carbet, etc. Mais, euh, mais bon, j'ai jamais croisé d'orpailleur. Et là, tu nous parlais justement d'expédition, donc ça tombe bien parce que tu vois, j'avais noté ça pour le mont Toumoukumak, donc c'est au sud, et ça marque un petit peu une transition vers le plateau brésilien, ce mont. Est-ce que donc tu peux nous raconter, donc apparemment il y a l'air d'avoir une expédition en particulier qui t'a marqué dans cette Guyane. Alors, c'est vrai que la principale activité, c'est d'aller en forêt. C'est, comme tu l'as dit, c'est 90% du territoire. Et on peut faire des expéditions absolument merveilleuses de plusieurs jours avec des guides, etc. Mais on peut tout simplement faire des carbets aussi. Les carbets, c'est vraiment comme on irait peut-être à la campagne ou au bord de la mer quand on est en France. Eh bien, en Guyane, on va en carbet. Les carbets, c'est des petites structures de bois, parfois avec des toits en tôle, parfois non, en plein milieu de la forêt. Ça peut être des carbets aménagés avec des petites cuisines, des espaces pour faire des barbecues, etc. Ou alors des trucs complètement roots, complètement sauvages, en plein milieu de la forêt. Et on y va entre amis ou en famille et on y passe comme ça un jour, 2 jours. On fait des balades en forêt, parfois du kayak, voilà
c'est vraiment super. On est en pleine immersion et c'est en fait, on apprend beaucoup de la nature dans ces moments-là parce qu'on se rend compte que la nature qu'on craignait tant, et on en vient à notre question du départ de comment j'ai survécu à ma peur des, des bestioles et des animaux en général et de la nature, c'est qu'en fait, on se rend compte que la nature n'est pas dangereuse et qu'on en a une image dangereuse parce qu'on a l'impression que comme elle n'est pas domestiquée, elle va nous faire du mal. Alors qu'en fait, la nature, c'est juste partie intégrante de nous. Et quand on prend le temps juste de l'écouter, de ralentir et de pas être dans cette forme de suspicion, en fait, pour moi, ça a été une source d'apaisement et de transformation absolument fantastique. Je crois que le son que je me souviendrai toute ma vie et que j'ai préféré en Guyane, et je sais que je suis pas la seule, parce que j'ai eu plein de gens qui disent la même chose, c'est les cris des singes hurleurs en plein milieu de la nuit. Et ça, la première nuit, ça m'a traumatisée parce que quand on ne connaît pas du tout, on a l'impression que c'est un jaguar qui va nous sauter dessus parce que c'est un cri qui est vraiment très guttural en fait. Donc on a l'impression que c'est presque félin, alors que non, c'est des singes. Et quand ils font ce bruit-là, parfois ils se battent ou ils se déplacent en cortège en fait, en équipe. Donc donc du coup, ça fait beaucoup de bruit, ça fait trembler les arbres, ils crient, ils passent juste au-dessus de nos têtes, donc ils font tout trembler. Et toi, tu as l'impression que tu vas crever, tu vois, la première nuit. Et le matin, tu te réveilles et tu te demandes aux gens, mais c'était quoi ce bruit? Et les gens qui ont de l'expérience, ils disent, mais c'est les singes hurleurs, tu as eu la chance de les entendre, c'est génial. Et en fait, on apprend comme ça, au fur et à mesure, que la nature, à partir du moment où on la respecte et où on fait pas n'importe quoi, elle est pas dangereuse. Alors évidemment, on peut pas partir n'importe où, n'importe comment. Ça, je le recommanderais à personne. Mais si on fait les choses dans les règles et avec respect, tout se passe bien. Et effectivement, la plus belle aventure que j'ai faite, c'est ce dont je te parlais, les monts Toumouk-Oumac, donc ce point à la trijonction du Suriname, du Brésil et de la Guyane, où c'est 2 semaines d'expédition à peu près, et où là, par contre, on doit faire appel à des associations amérindiennes qui nous guident jusqu'au Montalwaken et qui chassent pour nous, pêchent pour nous, parce que les métros ou les gens qui sont pas amérindiens, tout simplement, n'ont pas le droit d'aller, et à juste titre, d'aller visiter, pêcher ou chasser sur les territoires amérindiens. Et donc, quand on veut faire cette expédition, c'est pour ça que je te disais aussi que le voyage en Guyane, ça s'anticipe, parce que on doit non seulement réserver pour cette expédition, mais aussi il faut le temps que les prestataires amérindiens demandent des autorisations à tous les chefs de village qu'on va traverser pour que les chefs de village donnent leur autorisation à la pirogue de passer et qu'on puisse passer la nuit au départ, parce qu'après, tu n'as plus de village. Donc, on doit vraiment en totale immersion dans la jungle. Mais au départ, on dort on fait des escales dans des villages amérindiens. Et là, on doit demander évidemment des autorisations pour pouvoir y séjourner une nuit avec notre hamac. Ensuite, plus on s'enfonce dans la forêt, et bien plus on fait ce qu'on appelle du carbet-bâche. Donc, c'est les carbets que je te disais, donc les nuits en forêt, mais seulement avec des bâches, des cordes et des hamacs qu'on installe nous-mêmes. Et là, si tu n'as pas de guide amérindien pour t'aider, tu meurs. Voilà. Oui, donc c'est ce que tu disais tout à l'heure, que tu as compris que cette nature ne nous voulait pas du mal, mais que voilà, vu qu'on n'est pas des experts sur tout, il faut vraiment faire attention. Et comme tu dis, si on fait n'importe quoi, ça, c'est vraiment à nos risques et périls, quoi. Voilà, il faut quand même des connaissances. Après, comme je te disais aussi, il y a des carbets qu'on appelle des carbets aménagés. Et ça, il n'y a pas besoin de guide pour y aller. Tu peux y aller, comme je te disais, en famille ou en famille ou entre amis. Et tu n'as pas besoin d'avoir un prestataire extérieur pour pouvoir y aller. C'est complètement sans risque, avec un peu de bon sens. Et après, pour ce qui est des expéditions plus à risque et plus immersives, là, oui, évidemment, il faut des gens avec des connaissances solides. Voilà, et la connaissance de la faune, de la flore, pour ce qui est de la chasse, de la pêche, etc. Et ça a été vraiment l'aventure la plus transformatrice de toute ma vie. Et
avant de faire le podcast, tu me disais, enfin, on parlait un peu de spiritualité, de tout ça. Et en fait, vraiment, j'ai senti, quand j'ai fait cette aventure, qu'il y a quelque chose qui a changé à l'intérieur de moi. Un switch qui s'est fait je me souviens, je me disais, si t'es capable de faire ça, t'es capable de tout. Et donc, ça m'a donné une force de confiance, une espèce de confiance en moi. La petite citadine parisienne qui se retrouve à aller dans cet endroit tellement reculé en Amazonie, à y prendre du plaisir, une forme de fusion avec la nature, de communion, de dépassement de soi, etc. Je me suis dit, mais en fait, c'est bon, toutes les choses que tu pensais ne pas pouvoir faire dans ta vie, ben, tu peux en fait. Et donc, ça m'a donné du courage pour par la suite ben, relever plein d'autres défis. Donc, ça m'a vraiment changé. Et écoute, si tu me permets, j'aimerais bien lire un petit passage que j'ai beaucoup aimé qui, je trouve, fait assez écho à ce que tu es en train de nous dire. Enfin, c'est même deux passages. Donc le premier, c'est: En plein cœur de l'Amazonie, la vérité a parlé. Plus l'expédition progresse, plus je l'entends, cette petite voix, plus je l'écoute. Celle qui m'a dit de me faire confiance, d'oser me jeter dans la vie, d'aimer le cœur grand ouvert, de libérer l'espace pour accueillir celle qui, en moi, a toujours attendu patiemment de pouvoir s'exprimer. Cette femme qui peut se sentir à sa place n'importe où parce qu'elle s'habite. Et un petit peu plus loin: Je ne savais pas que la forêt avait une âme. À vrai dire, je n'étais pas certaine d'en avoir une non plus. Je n'avais pas idée que dans les profondeurs du fleuve battait un cœur. Et donc je trouve que ça fait écho à ce que tu es en train de nous dire. Est-ce que tu penses que c'est ça qui a été un peu le vecteur de plein de prises de conscience en toi? Franchement, oui. J'ai senti enfin, j'espère ne vais pas trop partir dans le mystique, mais j'ai senti, avec cette reliance à la nature, à la forêt, quelque chose qui se réveillait en moi, qui reprenait vie, en fait. Et c'est fou parce que ça m'a apporté plus de complétude avec moi-même. C'est un peu bizarre ce que je suis en train de te dire, mais c'est comme si je me sentais plus complète, plus consciente du monde qui m'entoure, plus consciente de moi-même en étant consciente du monde qui m'entoure. Et c'était parce qu'en fait, chaque chapitre, à la fin, tu as une lettre que la protagoniste adresse à sa mère, à sa copine, à son mec, etc. Et à un moment donné, je me suis dit, j'ai envie qu'elle écrive une lettre à l'Amazonie. Et cette lettre à l'Amazonie, je crois que c'est mon passage préféré du roman, parce que c'est ce moment où elle se rend compte que la forêt, c'est elle et et qu'elle est une partie de la forêt, en fait. Qu'il y a une forme de complétude entre la forêt et sa propre intériorité, et que la forêt, c'est quelque chose de vivant. Et donc, on le sait parce qu'on se dit, c'est la nature, bien sûr que c'est vivant, mais entre le savoir et le sentir, il y a une grosse différence. Oui, il faut y aller pour le ressentir au plus profond de nous, en fait. Ouais, ça vient nous faire du bouche à bouche quand on se sent mourir, en fait. J'en ai les frissons, tu vois, qu'on parle de tout ça. Et donc ça, sur cette expédition, tu as donc été amené à rencontrer d'encore plus près toute cette faune et cette flore, parce que la Guyane a une biodiversité qui est apparemment incroyable. Il y a plus de 1200 espèces d'arbres, 700 espèces d'oiseaux, et il y a des animaux emblématiques comme, donc tu le citais, le jaguar, il y a aussi le caïman noir, il y a le célèbre paresseux. Dans le livre, tu nous expliques aussi que l'héroïne, elle rencontre des ibis rouges. Il y a aussi le grage, ce serpent assez massif. Il y a le papillon morpho qui a ce bleu électrique et tu nous racontes que c'est le symbole de la Guyane. Il y a beaucoup d'oiseaux, il y a les tortues. Moi, je me rappelle, j'avais regardé. Alors, c'était pas Rendez-vous en Terre Inconnue, c'était Nos Terres Inconnues avec Sabrina Ouazani, qui est comédienne, où donc elle partait en Guyane. À un moment, ils aperçoivent un anaconda. Je peux te dire que ça m'a bien calmée. Donc, est-ce que tu veux bien nous en dire un petit peu plus sur ces rencontres que tu as peut-être pu faire lors de cette expédition? Alors, sur l'expédition en tant que telle, j'ai vu pas mal d'animaux, mais la plupart des animaux se cachent bien quand même. On n'en voit pas tous les 4 matins. Donc, je vais peut-être te parler des animaux que j'ai vus. En général, pendant mon expérience guyanaise, il y aura plus de diversité. J'ai vu beaucoup de serpents. Alors, c'est pas tous les jours qu'on en voit des serpents, mais j'en ai quand même vu pas mal, notamment
un ou deux directement chez moi, dans mon jardin ou sur mon toit. Et donc, en fait, ça aussi, c'est un gros mythe, hein, les serpents qui viennent nous tuer. C'est vraiment des gros mythes. Je crois qu'il y a eu, je ne veux pas dire de bêtises, mais des dizaines d'années, il n'y a pas eu un mort par serpent en Guyane. Il y a des antivenins en plus dans tous les hôpitaux. Tu as un certain délai pour aller à l'hôpital, mais bon, une piqûre d'antivenin et tu survis. Et on se fait pas mordre par les serpents tous les 4 matins non plus, quoi. Donc, c'est plutôt fascinant quand on en voit plutôt qu'effrayant. Après, je suis pas non plus du genre à m'approcher trop près, hein. Mais quand j'en voyais, j'étais plutôt, voilà, curieuse ben de voir comment ça réagissait, etc. Sauf une fois où j'ai vraiment eu la crème, la trouille, où je me suis pas baignée alors que tout le monde se baignait. Moi, j'ai pas osé. J'étais allée faire les marais de Caux. C'était pour ma décharge, c'était, je crois, genre les premières aventures en nature que j'ai faites en Guyane. Les marais de Caux, c'est très très connu, c'est magnifique, je le recommande à 100%. Mais petite parenthèse, si jamais vous voulez partir faire des aventures en Guyane, vous pouvez contacter Nature de Guyane, qui est respectueux de l'environnement, il y a des guides super, etc. Donc, Nature de Guyane, vous pouvez y aller les yeux fermés. Et là, pour les marais de Caux, j'avais pris un autre prestataire, mais qui était très, très bien aussi. Et on passait, en fait, la nuit sur les marais où on fait de l'observation de caïmans et l'observation des oiseaux, des volatiles, etc. Et on arrive au moment où c'est baignade pour tout le monde, quoi. Moi, j'étais trop contente. Et au moment de sauter dans l'eau, j'étais dans les premières sur le ponton. Au moment de sauter dans l'eau, je vois alors, je sais pas si c'était un anaconda ou un boa, parce que je suis pas devenue spécialiste des serpents entre-temps. Mais en tout cas, je peux te dire qu'il était énorme. C'était pas un petit serpent domestique, quoi. C'était vraiment quelque chose qui était vraiment, vraiment, vraiment volumineux. Et là, bah, je t'avoue que j'ai appelé le guide et j'ai dit qu'est-ce qu'on fait? Il m'a dit non, non, c'est bon, il va faire sa vie, t'inquiète pas, ça risque rien. Et en fait, voilà, la plupart du temps, tu peux te baigner avec soit des caïmans, soit des serpents à côté de toi. Tu cours aucun risque parce qu'ils ont plus peur de toi que toi, tu as peur d'eux normalement. Mais voilà, ce jour-là, je l'ai pas senti. Le guide, il a plongé pour bien montrer qu'il n'y avait pas de risque. Et ce jour-là, voilà, je me suis pas jetée à l'eau, au sens propre comme au figuré. Et ensuite, après, j'ai vu des paresseux, évidemment. J'ai vu des morphos. J'ai vu des singes hurleurs, des tamarins. C'est des petits singes. J'adore. Il y a plein de petits singes en Guyane. Et là, avec des saïmiris, que j'aime beaucoup, ces petits singes aussi qui sont trop mignons et qu'il y en avait dans mon jardin. Et voilà, donc tu croises beaucoup d'animaux différents et des grosses matoutous aussi. Alors ça aussi, c'est le temps de s'habituer, ça fait bizarre, mais quand on s'y habitue, après, ça fait partie. En fait, il y a plein de gens qui les appellent un peu les araignées domestiques parce qu'il y en a dans les maisons en général des matoutous parce qu'elles vont dans les boiseries et c'est des énormes araignées, un peu comme des tarentules avec des poils. Et les pattes, les bouts des pattes sont orange. Et quand le bout des pattes est orange et que l'araignée est bien noire, faut faire un distinguo avec les araignées qui sont trop bleutées, noires bleutées, c'est pas la même espèce. Mais les araignées marron ou noires avec les pattes oranges sont pas dangereuses. Et là, il y en a vraiment partout en Guyane. Mais voilà, ça surprend quand tu les vois une première fois. Après, eh bien, on s'habitue à les voir, en fait. On est plus chez elles qu'elles sont chez nous, en fait. Et, euh, et donc, voilà, après, j'ai pas tout en tête, mais c'est fascinant. Il y avait pas mal d'iguanes aussi dans mon jardin. Et donc, ça, c'était absolument magnifique. Toute forme d'oiseaux. Et c'est surtout les sons, en fait, qui m'ont marqué. Il y a les animaux, mais il y a les sons et les sons de la nature, la nuit, ça m'a bouleversée. C'est pour ça que j'adorais dormir en hamac, en pleine nature, parce que ben là, t'es vraiment immergé dans une symphonie. En fait, il n'y a pas d'autre mot, dans une symphonie naturelle. Et t'as un concert gratuit pendant toute la nuit, quoi.
Et c'est magnifique et ça me manque de ouf là. Tu vois, rien que de t'en parler, ça me donne envie d'y retourner parce que c'est comme je te disais au début du podcast, c'est une nostalgie qui me colle à la peau, qui partira jamais. J'ai l'habitude de dire que j'ai l'impression que j'ai laissé un petit bout d'âme là-bas et que je vais revenir le visiter de temps en temps parce que c'est comme si ça me rappelait en fait et que j'ai sans arrêt l'envie d'y retourner. Alors je peux pas y retourner tous les jours, ça c'est sûr, mais mon grand souhait c'est là d'y retourner dans les 2 prochaines années quoi, parce que ça me manque terriblement. Alors là, tu as dit plein de choses. Déjà, là, moi, je me remets de mes émotions parce que parler des serpents et des araignées, si l'audience savait les têtes que j'ai faites quand tu nous racontais tout ça, j'étais en train de me décomposer. Mais comme tu dis, tu vois, enfin, je suis pas là pour raconter ma vie, mais je me dis ça pourrait être un exercice hyper intéressant que j'y aille pour justement me confronter à toutes mes peurs des bestioles et ainsi de suite, comme on le disait au début. Et j'aime bien aussi que tu parles de cet aspect-là, de dire quand on voyage, on laisse un petit peu des bouts de notre âme un petit peu partout. Et c'est peut-être ce côté de... On a l'impression que c'est un peu notre deuxième maison, telle destination, telle destination. Et c'est vrai que j'avais jamais pensé à ce mot de nostalgie qui va nous coller à la peau, mais ça ne rend que le retour dans ces destinations encore plus exceptionnel. Ouais, c'est sûr, quand je suis retournée en Guyane pour finir mon roman là-bas, j'ai senti une forme de gratitude, mais tellement forte. Et ce livre, d'ailleurs, que j'ai écrit, c'est vraiment ma déclaration d'amour à la Guyane. C'est une forme d'hommage avec beaucoup d'humilité derrière aussi pour ce territoire qui m'a tellement bouleversée. Ces rencontres que j'ai faites qui m'ont tellement encore plus, j'allais dire redonner, mais j'ai toujours eu foi en l'être humain, donc renforcer plutôt ma foi dans l'être humain. Et c'est un voyage qui gagne à ce qu'on en parle plus que pour ce qu'on en dit habituellement. Comme tu disais au tout démarrage du podcast, de violence, de drogue, du fait que c'est très humide, etc. Donc on en parle souvent de manière assez négative, mais quoique ça commence, je trouve, un petit peu à changer avec tous les différents documentaires qu'il y a eu sur la Guyane. Et j'ai voulu contribuer par ma petite touche à partager une autre vision qui n'est pas une vérité, puisque chacun a sa vérité, et qui me tenait profondément à cœur. Et là, tu parlais de rencontres. J'aimerais bien qu'on s'attarde un petit peu là-dessus, sur tes échanges avec la population locale. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur tes ressentis, sur comment tu as appréhendé leur culture? Est-ce qu'il y a des façons de penser que tu as trouvées différentes et qui, du coup, t'ont inspiré, t'ont ouvert un petit peu les yeux? Le ralentissement. Et ça m'a fait un bien fou. Parce que, comme je te disais, je suis quelqu'un d'assez impatiente et ça a ses avantages. Mais ça a aussi ses inconvénients d'avoir un caractère un petit peu, je veux tout de suite en fait. Et la Guyane, ça m'a appris à ralentir et à prendre chaque jour comme il vient. Déjà de par cette connexion, cette reconnexion à la nature, mais aussi par le fait que tout n'est pas disponible tout le temps. Des fois, on attend des bouteilles de gaz pendant 2 jours, 3 jours, une semaine, 2 semaines, et on n'a pas de gaz. Et bien, il faut faire avec. Et pareil pour d'autres produits qu'on n'a pas tout de suite, le courrier qui arrive pas tout de suite non plus. Certes, au début, peut-être ça agace et on a des réflexes un petit peu de «Ah, mais c'est pas possible, comment je vais faire, etc.» Et en fait, on apprend à ralentir et à se dire que c'est comme ça, qu'il faut accepter et que ça viendra quand ça viendra. Et ça m'a donné vraiment un petit peu plus de patience. Alors, je dirais pas que ça a tout changé, mais ça m'a vraiment apaisée à ce niveau-là. Et donc, voilà, c'est la première chose qui me vient. Et après, quand on parle des rencontres humaines, j'ai vraiment fait de merveilleuses rencontres. Et d'ailleurs, la grande majorité des personnages du roman ont existé, que ce soit les colocataires de la protagoniste, sa voisine Lucia, c'était ma voisine. Et j'avais tellement à cœur de la mettre dans mon roman parce que je me disais, voilà, j'ai trop envie que cette femme qui avait cette douceur immense et qui illuminait chacune de mes matinées par ses oueki et ses sourires et qui venait m'apporter des gâteaux faits maison quand elle faisait de la pâtisserie. J'avais tellement envie de lui donner une place dans mon roman.
Et voilà, tous les personnages quasiment qui croisent le chemin de la protagoniste ont croisé aussi mon chemin. Thiago aussi a existé, etc. Et, et donc voilà, c'était aussi une manière à moi de leur faire des petits clins d'œil et de leur dire merci, tout simplement. Là, je suis émue là de t'en parler, en vrai. Oui, j'imagine. Et même, tu vois, ta voisine Lucia, voilà, je me doutais qu'il y avait des parts de vérité dans ce livre par rapport à l'histoire de Lou. Mais c'est vrai que la façon que tu avais de raconter la plupart des rencontres, effectivement, on sentait qu'il y avait quelque chose derrière. Donc, je suis contente qu'on puisse échanger dessus. Et est-ce que tu dirais que tu as amené avec toi à ton retour une autre leçon, grande leçon de cette Guyane? Franchement, je crois pas qu'il y ait une leçon générale que m'ont enseigné les locaux ou la Guyane en général. Je pense que c'est plus un sentiment de renaissance, en fait. Et c'est déjà beaucoup. C'est pas une leçon, mais c'est plus un encouragement à vivre ma vie comme j'ai envie de la vivre. Et ça non plus, on peut pas dire que ça soit une leçon, mais c'est plus, comme je te disais tout à l'heure, le fait de renforcer encore plus la foi que j'ai dans l'humain, en fait. Et il m'est arrivé pas mal d'aventures en Guyane aussi où sans l'aide des autres, je sais pas comment l'aventure se serait terminée. Euh, Il y a une anecdote, je sais pas si je la raconte ou pas. Ça fait plusieurs fois que je me dis, elle devine mes questions, c'est pas possible. Si tu pouvais nous partager une des aventures les plus folles qui te soient arrivées en Guyane. En fait, si tu veux, c'est pas forcément les anecdotes les plus folles, je pourrais dire les expéditions en forêt, les aventures, etc. Elles étaient toutes folles parce que dans le dépassement de soi, voilà, on peut aller très très loin. Mais c'est plus des petites choses quotidiennes qui ont fait que la parenthèse a été transformatrice et magique en fait. Et pour tout te dire, en Guyane, j'ai vécu des épreuves personnelles aussi. Donc déjà, j'ai quitté l'éducation nationale et donc j'étais fonctionnaire, j'avais un salaire plutôt confortable et j'ai décidé d'arrêter. Donc déjà, c'était une grosse décision de vie. Ensuite, ça ne t'aura peut-être pas échappé que je parlais de mon ex-compagnon, hein. Donc je me suis aussi séparée en Guyane d'une personne que j'aimais profondément et donc cette rupture, elle a été vraiment très difficile à surmonter. Et donc, je retiens aussi tous ces gens qui, dans mes épreuves, ont été un appui, un soutien et une source de joie, une source de lumière, une source d'aide dans cette transition de vie qui l'ont peut-être facilité aussi. Par exemple, quand je me suis retrouvée sans logement, sans mon ex-conjoint, presque sans travail, etc. Eh bien, j'ai eu des gens qui ont été là pour lui dire, bah, j'ai une chambre d'amis, viens chez moi, il n'y a pas de souci, vas-y, on partage un logement ensemble. Euh, Quand à un moment donné, je me suis perdue, il faisait nuit au quartier haïtien à côté de Saint-Laurent, et il était peut-être 2 heures du matin, je rentrais d'une soirée, j'étais avec une copine qui était un peu, voilà, un petit peu éméchée, on va dire ça comme ça. On retrouvait plus trop notre chemin, on pouvait même plus conduire en fait, et en fait, on est tombé sur un homme qui nous a croisés et qui nous a ramenés en voiture à notre domicile parce que il voulait juste nous aider et faire en sorte qu'on rentre en sécurité en fait. Et il y a plein de d'anecdotes comme ça où j'ai rencontré des gens formidables tout simplement. Et pour ça, je te dis, ma foi dans l'humain, elle s'est renforcée. Alors déjà qu'elle était bien présente, elle s'est renforcée avec cette parenthèse guyanaise, quoi. C'est pour ça que je te dis, je peux pas te donner une anecdote, une leçon ou quelque chose. C'est plus 2 ans, ça, c'est long quand même. Enfin, il y a plein de choses qui se passent en 2 ans. Et si je devais retenir un truc de ces 2 années, ça serait plus la somme de petits gestes quotidiens qui ont fait que je me sente capable de faire tous ces choix de vie qui ont été les miens et qui font qu'aujourd'hui, je fais ce que j'aime le plus au monde, c'est-à-dire écrire et raconter des histoires. Et tu le fais merveilleusement bien. Et je ne dis pas ça juste parce que tu es sur le podcast, mais on en parlait un petit peu en off. Et je le disais au début, c'est vrai que
Dans ce livre, tu vois, tu parles beaucoup d'humilité depuis tout à l'heure et on le sent dans ton discours, on le sent dans ton livre. C'est comme si, je pars peut-être un petit peu loin, mais c'était comme un précieux trésor, cette Guyane, et que tu as envie d'en prendre soin dans la façon que tu as d'en parler, que ça soit là au micro, que ça soit dans le livre. On sent que c'est vraiment un élément très précieux dans ta vie. Donc merci de le partager avec nous, de partager toutes ces réflexions. Et puis comme on le comprend, donc ce livre s'appelle Profite du chemin. Certes, c'est le chemin de la héroïne du roman, mais on comprend aussi que c'est ton chemin. Comme tu le disais, il y a plus des trois quarts du livre qui correspondent à des faits que tu as vécus, tes émotions. Donc, c'est vraiment très précieux aussi comme cadeau ce que tu nous fais. Donc, merci à toi. Bah, merci à toi de m'avoir invitée. C'est toujours un plaisir immense de parler de la Guyane, même si maintenant ça fait quelques années que j'y suis pas retournée. Ça fait peut-être 2 ans que j'y suis pas retournée. Et voilà, et c'était vraiment très émouvant pour moi de m'y replonger comme ça grâce à ce podcast. Super. Écoute, j'avais encore plein d'autres questions, mais je trouve que c'est bien de s'arrêter sur cette belle conclusion de ce chemin intérieur que tu as fait. Peut-être une question que j'ai envie de poser maintenant à la fin du podcast pour mes invités. Pour toi, tu dirais que c'est quoi le voyage? Oh, c'est dur comme question. Euh, pour moi, le voyage, c'est une forme de spiritualité qu'on vit plutôt qu'on la pense. Et parfois, on cherche on théorise beaucoup la spiritualité, on se tourne vers les concepts, mais l'expérience, pour moi, c'est toujours ce qui prévaut dans une transformation. Et le voyage, c'est une expérience. Et c'est une expérience spirituelle qui est pas mentalisée. Et pour moi, elle est d'autant plus forte de cette manière-là. Et quand on le fait dans une nature aussi explosive et luxuriante que la Guyane, on a en plus ce côté vibrant, j'ai envie de dire. Donc, ça donne envie. Merci à toi encore, Ludivine, pour ce moment. Je te souhaite d'y retourner au plus rapidement possible parce qu'on sent que ça t'anime énormément. Et tu vois, on n'a pas eu le temps d'en parler. Et puis, c'est ma spécialité de dire, je conclus et on part sur d'autres sujets. Mais voilà, c'est ma nouvelle résolution. J'ai dit qu'on s'arrêtait là, on va s'arrêter là. Mais la Guyane, elle a aussi une culture gastronomique, une richesse dans tout ce qui est les plats, les fruits. Donc rien que pour ça, moi j'ai envie de sauter dans un avion, même si voilà, c'est pas du tout le but, c'est pas écolo ni quoi que ce soit. Mais voilà, la Guyane a énormément de choses à offrir et je pense que cette transformation, ça, en tout cas je l'espère, ça parlera à beaucoup de personnes. Donc encore merci à toi. Avec plaisir. Et à très bientôt. À bientôt. Merci à vous. Merci pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu, qu'il vous a permis de vous évader et de vous ressourcer. J'ai besoin de vous pour que l'aventure Good Visa continue. Vous pouvez vous abonner sur votre plateforme préférée afin de suivre les nouveaux épisodes. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez laisser 5 étoiles et un avis et même en parler autour de vous. Il y a aussi le compte Instagram Good Visa Podcast, tout attaché, que vous pouvez suivre où je poste régulièrement des photos et des vidéos pour illustrer les épisodes. Ça me touche énormément quand je reçois vos retours, alors vraiment n'hésitez pas à me faire un mot. Merci à vous, à bientôt.